Bienvenue sur Sound Pixel Lab. Dans cette vidéo, on va passer de ça à ça. Et surtout, on va comprendre pourquoi. Générique. Micro à la sortie de l'évent à 90 degrés comme ceci, sinus à 40 Hz, et on monte le volume. Ce que vous venez d'entendre, c'est le bruit d'écoulement d'air en sortie d'un évent droit. Et non, ni le micro ni la carte son ne saturent. Maintenant, la même chose avec lui. Le bruit d'écoulement commence à s'entendre quand on arrive à la limite du haut-parleur. Mais c'est tellement propre que l'on voit les changements de niveau sur la forme d'onde. Et si on zoome sur les deux sinusoïdes, on voit bien les déformations avec les vents droits. Mais alors pourquoi ? Dans les deux précédentes vidéos sur les évents, on a fait beaucoup de mesures et d'analyses dans le but de faire un choix pratique lorsque l'on réalise une enceinte basse réflexe. Mais ces tests ont aussi apporté leur lot de questions, en particulier sur la compression des vents et les bruits d'écoulement d'air. Alors j'ai continué de chercher, et plus j'en apprenais, moins j'avais l'impression de savoir. J'ai donc demandé de l'aide à Nicolas de Audiohorn pour plonger dans les entrailles des évents. Mais, avant qu'il n'intervienne et que l'on fasse sérieusement fondre quelques neurones, un petit retour en arrière est nécessaire, promis, je vais faire vite. Lorsque l'on conçoit une enceinte basse réflexe, on choisit un haut-parleur, on simule la charge, on ajuste les curseurs pour tomber sur une courbe cible qui nous convient. En parallèle, on surveille la vitesse de l'air dans les vents, et le déplacement de la membrane pour contrôler qu'on ne dépasse pas les limites acoustiques et mécaniques. Et pour que la réalité colle le plus possible à la simulation, il y a 4 réglages complémentaires sur lesquels on peut agir et qu'il faut comprendre. En premier, on a QA et QL qui sont liés à l'enceinte, respectivement la perte dans l'amortissant et la perte liée aux fuites d'air. Ensuite, et ce sont les deux qui vont nous intéresser ici puisqu'on parle des vents, on a QP et la correction d'extrémité. Si ces paramètres ont été popularisés par Richard Small dans les années 70, le concept de correction d'extrémité, lui, remonte à l'ordre de Rayleigh en 1877. Mais attention à ne pas les confondre. Les paramètres. QP, ce sont les pertes d'énergie dans les vents liées à la viscosité de l'air et à la forme des bords de l'évent. La correction d'extrémité, c'est la masse d'air en mouvement, et elle va définir la longueur acoustique de l'évent. Parce que dans la vraie vie, l'air ne s'arrête pas net à la sortie du tube, il déborde, et une partie de l'air à l'extérieur du tube vibre. Si on reprend l'exemple de cette enceinte, avec mon tube de 74 mm intérieur et 160 mm de long, la simulation prévoyait un accord à 43 Hz, or je mesure plutôt 40 Hz. Pour que la simulation colle à la réalité, dans Vitwixcad, j'ai dû passer le coefficient de correction d'extrémité de 0,732 à 1,1. Ce coefficient permet donc de calculer la longueur acoustique de l'évent. La formule est simple, je vous l'affiche juste ici. Dans ce cas, l'évent physique fait 160 mm, mais possède une longueur acoustique de 240 mm. Et c'est pour ça que les évents réels sont presque toujours trop longs par rapport au calcul. Le modèle mathématique simplifie une interaction physique bien plus complexe. On l'a d'ailleurs vu dans la précédente vidéo, l'accord change suivant la position de l'évent sur la paroi. Mais on est en 2026 et nous avons la possibilité de simuler toutes ces interactions de manière extrêmement fiable grâce à la FEA. Et pour comprendre comment fonctionnent les vents, j'ai demandé à Nicolas de Audiohorn de me rejoindre, ça m'évitera de le paraphraser à chaque fois. Bonjour Nicolas. Bonjour Dylan. Alors en premier, déjà c'est la première fois qu'on fait un système d'interview comme ça, donc un peu d'indulgence pour ce qui va arriver. Alors déjà il faut qu'on rectifie un petit point au sujet de l'évent sablier. La formule que j'ai utilisée, ou plus précisément la formule que tu m'as donnée, est l'évolution d'une formule que l'on trouve sur un papier publié par l'AES qui parle des évents, et elle se base sur les dimensions d'un évent rond initial. Le document de l'AES de 2002 est une base de travail théorique.
Cette forme a servi de première démonstration pour l'implémentation et a permis la poursuite des études vers d'autres concepts des vents. C'est en se basant sur cette démonstration qu'ont été développées des études plus élaborées. Alors pourtant, on trouve des évents qui sont faits avec cette méthode, ou du moins quelque chose d'approchant. Oui, en DI, on en trouve, et c'est ce que nous avons fait, car cela est plus simple que de refaire un calcul FEA à chaque fois. Ok, d'accord, mais n'empêche que ça fonctionne. Oui, cela fonctionne, mais sans atteindre, disons, l'idéal. Si on regarde ce qu'il se passe dans un évent rond classique, les lignes que l'on voit sont la représentation de la vélocité de l'air dans les vents. Alors, pour préciser, la vélocité, c'est l'ensemble du mouvement des particules d'air, ici dans les vents, incluant la direction et la vitesse, chose que l'on ne peut voir qu'en FEA. Maintenant, voici la simulation FEA du sablier. On voit que les lignes de vélocité sont nettement plus homogènes. Du coup, le sablier n'est qu'un entre-deux. C'est mieux qu'un tube, mais moins bien qu'un évent complètement optimisé en FEA. Parce que pour corser le tout, il n'y a pas de formule permettant d'obtenir une vélocité homogène. Il faut simuler le front d'onde à chaque fois dès que l'on change un paramètre. Inimaginable en DI. Ouais, c'est compliqué, ouais. Alors c'est quand même un premier point intéressant, mais revenons un peu en arrière. Sur la base des expériences et des connaissances que l'on avait jusque-là, on a conclu que le flux d'air devait être laminaire pour que les vents fonctionnent de manière optimale. Lorsque le flux d'air passe de laminaire à turbulent, on perd du niveau SPL en sortie des vents et son accord change et du bruit d'écoulement apparaît. C'est la compression des vents. Et c'est ce qu'on a vu avec toutes les différentes expériences des précédentes vidéos. Pour être plus précis, plutôt que de parler de flux ou de vitesse de l'air, on devrait parler de vitesse particulière et de leur direction. Donc, la vélocité. Exactement. La compression des vents et le bruit d'écoulement sont en réalité deux phénomènes distincts, qui ne sont pas liés par une relation de cause à effet direct. La compression est principalement liée à une augmentation locale de la vitesse particulière dans les vents, tandis que le bruit est davantage associé aux gradients de vitesse transverse, c'est-à-dire aux variations de vitesse entre le centre de l'évent et ses parois, favorisant l'apparition de structures turbulentes. C'est ce qu'on appelle aussi le cisaillement. La géométrie de l'évent joue un grand rôle dans la répartition de ces effets. Le bruit d'écoulement apparaît lorsque des structures turbulentes se forment et rayonnent acoustiquement. Ok, ouais. L'exemple le plus parlant, et c'est ce que vous avez entendu en début de vidéo, c'est l'angle droit formé entre les vents et la façade de l'enceinte par exemple. La rupture franche entre les deux génère énormément de turbulences, donc du bruit. La compression en revanche correspond à une perte d'efficacité de l'évent, liée principalement aux pertes visqueuses et à la dissipation d'énergie mécanique en chaleur au contact des parois. On est donc sur un problème de frottement entre la masse d'air et les parois de l'évent. Alors ces deux phénomènes, même s'ils apparaissent souvent simultanément, quand on augmente le niveau SPL, n'ont finalement pas de lien direct, ils sont indépendants. Du coup là on a quand même une grosse progression dans la compréhension du fonctionnement de l'évent. Bon maintenant il faut qu'on parle d'un truc qui génère beaucoup de discussions sur internet, le fameux écoulement laminaire. On peut aussi parler d'écoulement à faible turbulence ou quasi linéaire, mais l'air dans un évent est un mouvement oscillant. Oui, ça semble logique, l'air qui va d'avant en arrière, c'est bien une masse d'air qui oscille d'avant en arrière dans les vents. Les nouvelles études se concentrent désormais sur l'optimisation du champ de vélocité plutôt que sur les simulations des turbulences. Et on ne considère plus seulement un déplacement unidirectionnel de l'air. Alors, on a vu lors des mesures que les vents rectangulaires, injustement nommés laminaires, étaient finalement le moins performant de tous. En réalité, les longs évents rectangulaires, souvent présentés comme laminaires, ne le sont pas. La vélocité doit forcément être plane, comme dans notre évent optimisé en FEA. Donc son manque de performance vient du fait que les parois longues sont très proches l'une de l'autre. C'est finalement le moins laminaire de tous. C'est exact. Dans un évent rectangulaire très étroit, les parois proches augmentent le cisaillement et favorisent l'apparition précoce d'un écoulement turbulent. Cela réduit l'efficacité de l'évent et va également générer plus de bruit alors que le flux moyen reste identique. Des profils d'évent avec évasement progressif ou arrondi permettent de répartir le cisaillement et limiter la séparation, retardant ainsi l'apparition de l'écoulement turbulent et réduisant le bruit et les pertes. C'est pourquoi on cherche à maintenir une vélocité uniforme et une progression homogène des lignes de vélocité tout au long de l'évent, mais aussi aux environs des embouchures. Eh bien, on va de ce pas contrôler tout ça.
Si on reprend le sablier que j'ai fait, même s'il n'est qu'une forme théorique fonctionnelle, et que l'on le met dans cette enceinte. Au niveau réponse aux fréquences, on retrouve quelque chose de très proche avec les vents PVC à la même position. On capte bien évidemment les mêmes résonances. L'accord est plus haut, mais il reste fixe malgré la montée de niveau et on trouve bien 6 décibels entre les courbes. On ne voit pas d'ondulation autour de l'accord. Là où c'est toujours aussi impressionnant, c'est au niveau des mesures RTA. Si on rajoute la mesure de l'évent avec le double arrondi à 6 volts RMS, on voit très bien l'efficacité. Et d'ailleurs, juste avec ces mesures de réponse en fréquence, on peut voir et la compression et les bruits. Sur la réponse en fréquence, lorsque l'on n'a pas les 6 décibels attendus quand on double la tension aux bornes du haut-parleur, c'est de la compression. Et les ondulations autour de l'accord de l'évent, ou encore ce que l'on trouve entre les pics d'harmonique des mesures RTA, là c'est du bruit. Bon, ça fonctionne, c'est assez évident, mais tu as été plus loin dans l'optimisation, il va falloir que tu nous expliques tout ça. Grâce au FEA, on peut mettre au point un évent pour ainsi dire parfait. Nous pouvons aujourd'hui nous baser sur la propagation de la vélocité ainsi que le contexte d'implémentation de l'évent et son environnement proche. Ces simulations sont le reflet de la réalité de fonctionnement de l'évent. Alors c'est là qu'il y a un point intéressant à souligner. La plupart des logiciels de simulation se basent historiquement sur la vitesse de l'air dans l'évent, alors qu'en réalité, on vient de le voir, ce paramètre seul ne permet finalement pas de juger de manière fiable si l'évent va compresser et faire du bruit. Le document de l'ES de 2002 s'est concentré sur la vitesse d'écoulement et les turbulences. Ils en déduisent que les turbulences sont liées au phénomène non linéaire à l'embouchure extérieure, à une discontinuité géométrique, à la vélocité de l'air non uniforme dans les vents générant du cisaillement, à un nombre de Reynolds élevé, nombre qui cadre les régimes laminaires transitoires et turbulents. Alors, cela correspond aussi à l'état des connaissances et des outils de l'époque. Ces observations sont vraies, mais une partie de ces phénomènes ne sont pas directement mesurables par les moyens de mesure physique classiques utilisés en audio, qu'on utilise une simulation ou non. Alors, eux comme nous ne mesurons que les conséquences des phénomènes physiques. La FEA permet de voir l'origine de ce que nous mesurons, le fameux profil de vélocité. Et à l'époque, l'objectif était sûrement d'obtenir des formules analytiques. On ne peut pas créer une formule simple à partir d'un résultat purement physique en simulation FEA, ce n'est pas possible. Les simulations fournissent un champ complet de vitesse, pas une expression mathématique fermée, donc elles ne se prêtent pas aux équations classiques. À partir des années 2020, l'approche évolue. Un évent optimal cherche à minimiser le cisaillement de l'air. Autrement dit, on est passé entre 2002 et 2020 d'un critère scalaire, une valeur unique, facile à calculer, comme la vitesse moyenne ou maximale, à un critère de champ qui décrit le comportement réel de l'air dans les vents, c'est-à-dire la manière dont la vitesse se répartit et évolue dans l'espace, ce qui nous amène au profil de vélocité. Et un bon exemple, c'est avec les vents sabliers, aussi imparfaits soient-ils. Le diamètre intérieur au centre est de 68 mm, alors que le tube PVC a un diamètre interne de 74 mm. Pourtant, le sablier est très nettement plus performant que le tube PVC, on l'a vu avec les mesures. La géométrie de celui-ci est bien plus importante que la simple vitesse de l'air. Mais tu m'as aussi parlé d'un rayonnement de l'évent différent entre l'intérieur et l'extérieur de l'enceinte. Oui, la plupart du temps, les études ne considèrent qu'un rayonnement en 2π, c'est-à-dire en demi-sphère. Ouais, donc c'est comme si on étudiait uniquement les vents au niveau de l'embouchure extérieure. C'est exact. Sur l'extérieur de l'enceinte, les vents vont rayonner en 2π du fait de la paroi de l'enceinte. Mais à l'intérieur, cela sera en 4π. Et si on veut optimiser au maximum la performance de l'évent, il faut calculer et optimiser la progression de la vélocité de manière différente entre l'intérieur et l'extérieur de l'enceinte. Le but étant d'avoir une vélocité homogène sur toute la progression. Du coup, avec toutes ces expériences, avec les informations que tu nous as données, on voit mieux comment fonctionnent les vents et quelles sont les interactions entre les différents constituants. On a vu que la vitesse seule n'est pas la manière la plus pertinente pour qualifier la performance d'un évent. Il faut considérer sa géométrie, qui va elle-même conditionner la capacité de l'évent à faciliter l'écoulement de l'air et à ne pas faire de bruit. En ayant ça en tête, en l'ayant vu par les simulations FEA et en l'ayant même mesuré, on voit bien que la géométrie de l'évent est le point central et que c'est bien ce paramètre qui va définir le comportement de l'évent. Et donc tu nous as sorti cet évent
particulièrement optimisé. Alors de prime abord, comme ça, on a l'impression d'avoir un évent sablier comme j'ai fait, mais absolument pas. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, cet évent est optimisé en FEA, avec les lois donc de la physique. On retrouve un aire de famille sur cette partie-là avant interne par rapport à ce que nous connaissons déjà ici, mais tout le reste a été fortement optimisé. Bien sûr, on va commencer par la partie dite la plus simple, ce flair extérieur qui a été optimisé sur cette partie-là. Alors le flair, c'est l'arrondi. Désolé. Mais le gros du travail, nous allons dire comme ça, vient en fait de la deuxième moitié arrière de cet évent, qui était optimisé tant à la fois en partie intérieure qu'en partie extérieure. On retrouve ici un L arrondi pour la fluidité du profil de vélocité. Donc cette partie-là est très très différente, l'intérieur bien sûr, est très différente de ce que nous retrouvons ici. En réalité, ce profil-là est complètement symétrique d'avant en arrière, c'est un cercle en réalité, alors qu'ici, c'est complètement asymétrique. Nous avons une partie ici qui est complètement liée au calcul FEA, ou plutôt à ce que nous constatons en FEA, qui est en fait totalement différente, même à l'intérieur, à la partie avant, ou évidemment complètement différente par rapport à ce que nous retrouvons ici, initialement. D'où le fait d'avoir une partie qui, tu calcules pour du 2π par là et du 4π par là. Oui, ce qui génère ce profil complètement différent, et on peut le dire asymétrique entre les 50% avant et les 50% arrière, qui n'ont rien à voir entre eux. Sur la réponse en fréquence, rien de bien particulier à signaler, on est sur quelque chose de très proche au sablier. Mais alors sur les RTA, là on passe encore un niveau en termes de performance. Ici à 6 volts, dans le creux à 100 Hz, on gagne presque 20 décibels de bruit. Et quand on met de l'amortissant dans l'enceinte, on arrive encore à descendre le bruit de fond avec ce coup-ci plus de 25 décibels gagnés à 100 Hz. Sur la réponse en fréquence, on gomme les pics de résonance et on descend un peu l'accord. Alors on perd forcément un peu de SPL du fait qu'on a l'accord qui a été baissé, mais comme on peut lui envoyer plus de niveaux sans qu'il n'émette de bruit, finalement c'est pas si problématique. Bon, je crois qu'on a ici un profil des vents ultra optimisé, ultra performant, et la limite devient uniquement le haut-parleur. Son seul souci, c'est qu'il doit être simulé et calculé pour chaque enceinte. J'ai travaillé sur un modèle modulaire un peu différent, standardisé en différents diamètres, mais cela pose pour le moment quelques soucis du côté de la prédictibilité de l'accord, sans repasser par la case FEA à chaque fois. Ouais, d'accord. Bon, la question qu'on va forcément nous poser, c'est quand est-ce qu'on utilise ce type d'évent ? L'évent optimisé est pertinent dans deux approches. Soit faire une enceinte très performante, presque sans compromis, et en ayant conscience que l'évent prendra un peu plus de place du fait des évasements externes et internes, tout comme notre sablier de base, ou dans le cas d'une petite enceinte dont on sait que l'évent sera un peu petit en diamètre. Alors un évent de ce type permettra d'optimiser l'écoulement et de limiter les bruits malgré le petit diamètre initial, ce que certains constructeurs font en fait déjà. Alors si on devait résumer ce voyage au cœur de l'évent, on est parti des années 70 avec les modèles de Richard Small, où on appliquait des coefficients trouvés empiriquement pour que les calculs collent un peu mieux à la réalité. Au fur et à mesure des essais et des études faites par les fabricants, nous avons bien constaté que la géométrie des évents était un élément particulièrement important. Mais grâce à la FEA, on réussit à le prouver, et surtout à comprendre réellement pourquoi. Nicolas nous l'a montré, c'est l'homogénéité du mouvement des molécules d'air qui dicte tout. Alors, que faut-il retenir pour vos futurs projets ? La vitesse n'est qu'un indicateur partiel. Un petit diamètre avec une géométrie parfaite peut être plus performant qu'un gros tube PVC mal intégré. L'importance des embouchures. La transition entre l'évent et la paroi est le lieu de toutes les turbulences, donc soignez vos arrondis extérieurs comme intérieurs, le quart de rond est votre ami. Et si vous voulez aller dans l'excellence, le top de l'optimisation, il ne reste que la FEA, mais ce n'est pas à la portée de tous, surtout quand on voit la machine qu'il faut pour le calcul. Un immense merci à Nicolas de Audiohorn pour nous avoir ouvert les portes de la simulation par élément fini, la FEA, et pour ce partage de connaissances. Merci à toi, et bravo à vous qui êtes restés jusque-là. Ouais, bravo, ouais. Allez, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Salut!